Merci. Quelle pression de passer après Patrick et Walid. Donc, je vais vous parler un peu du point de vue du paramédical. Et du coup, il en vient au changement un petit peu de vision, notamment au niveau de l'HAS. Et on le voit aussi au niveau des GIFIC, où on parle de plus en plus de l'impact des paramédicaux, que ce soit l'infirmier et l'infirmière standard, mais aussi de toutes les nouvelles formations avec les protocoles de coopération, les IPA et bien d'autres qui vont peut-être arriver. Donc, réelle prise de conscience de nos instances, et du coup c'est très intéressant parce que même dans le rapport de l'HS qui date de janvier 2022, on a clairement identifié l'infirmier et les différentes possibilités qu'il peut avoir en partenariat avec toujours un médecin effectuant la télésurveillance. Alors le plan global, ça va être un peu de définir l'activité de l'infirmier en télésurveillance, l'infirmier standard, et puis on laissera un petit mot du coup pour les activités un peu plus spécifiques qui sont le protocole de coopération et l'IPA, mais qui ont déjà été abordées précédemment dans les GIFIC, donc je ne m'attarderai pas dessus. Alors, je pense que si vous êtes là, vous êtes d'accord avec moi pour dire que la télésurveillance, ça marche, d'autant plus sur une pathologie très compliquée qui est l'insuffisance cardiaque. Et donc, nous, notre intérêt, pour le contexte, on est un petit centre hospitalier, on n'est pas un CHU, et on a des patients qui viennent de toutes parts au niveau de la région. Donc le but, c'était de dire, il nous faut rapidement augmenter en file active, notamment pour notre direction, pour justifier les postes du coup qui vont être utilisés dans la télésurveillance, et pour pouvoir donner toutes les chances à tous les patients qui pourraient bénéficier de la télésurveillance. Le problème, c'est que nos chers cardiologues étant très débordés, si on leur demande, eux, de faire les inclusions en télésurveillance, c'est aux alentours de 2 par mois chez nous. Actuellement, vu que c'est moi qui m'en occupe, je suis à 2 à 3 par jour. Donc on voit la différence. Et donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Il y a une prescription qui est médicale, donc dans tous les cas, c'est un avis médical qui doit être fait, notamment par le cardiologue. Mais l'orientation des patients, elle peut être travaillée en partenariat avec l'infirmier paramédical ou secrétaire, etc., et le cardiologue, en déjà connaissant extrêmement bien les critères d'inclusion, parce que des fois, le cardiologue dit « Ah, ce patient, j'aimerais bien le mettre, mais j'ai un doute sur les critères, je veux pas être hors clou, donc il prend pas le risque. » Donc nous, on est là aussi pour connaître parfaitement les évolutions. On sait qu'avec étapes, ça a un peu varié en critères d'inclusion. Bon, maintenant, ils sont très simples. C'est un taux biologique de NT-proBNP et clinique avec la NYHA2. Donc, dès qu'on connaît bien ces critères et qu'on sait du coup les patients techniquement lesquels on peut inclure, le but, ça va être de rechercher un peu les insuffisances cardiaques qui sont cachées ou secondaires. Notre cardiologue reçoit un patient pour une phase aiguë. Bien sûr, il ne va pas d'office le mettre en télésurveillance, alors que possiblement, quand il sera réévalué, qu'on refait une ETT en cours d'hospitalisation, on s'aperçoit qu'il en aurait tout à fait l'utilisation. Donc le but, c'est d'identifier en fait les différentes filières par lesquelles on peut avoir des patients insuffisants cardiaques qui vont naviguer, qui ne sont pas forcément identifiés dès l'entrée ou dès l'hospitalisation programmée, et de vraiment ressolliciter le cardiologue en disant écoute, ton patient il est venu certes pour tel et tel motif, mais on pense que il rentre dans les critères, on pense qu'il a une utilité, et donc il faudrait ce patient éventuellement qu'on le mette en télésurveillance, et après libre au choix du cardiologue, une fois qu'il a tous les éléments, de accepter ou refuser du coup l'inclusion. Donc petit exemple, certains prestataires vous mettent à disposition des files actives pour essayer d'avoir un regard en fait sur la continuité du coup de l'activité. On a clairement, pendant le Covid, c'est sûr que c'était un petit peu délicat, tout le monde est reparti dans les soins, tout le monde a eu un changement d'activité, et dès qu'en fait on repart sur une activité normale, on a clairement des courbes qui sont extrêmement verticales. Donc à savoir que nous on travaille avec 3 prestataires, donc là on n'a même pas la file active complète sur tout le centre hospitalier. Une phase qui est très importante, c'est l'éducation du patient. Alors là, on ne parle pas d'éducation thérapeutique où on va parler de la pathologie en tant que telle et de la gestion du patient de sa maladie, mais plutôt de l'éducation au niveau de la gestion de la télésurveillance. Pourquoi? Parce qu'on a encore une fois, du coup, comme le disait très bien Patrick, une population qui est très éclectique. On a des patients qui sont très technophiles versus très technophobes, anti-matériel, anti-tablette, anti tout ce qui peut être connecté et où on a l'impression qu'on leur vend en fait du matériel de publicité. Donc on n'est pas téléachat malheureusement, et donc le but c'est en fait de apporter une explication extrêmement adaptée pour renforcer le plus possible l'observance, parce que bon, on l'a vu malheureusement avec l'étude OSICAT que des patients pas observants, ça fait une télésurveillance qui est pas efficace.
Donc notre objectif, c'est que les patients soient vraiment très conscients de l'intérêt de la télésurveillance et surtout d'identifier les personnes ressources. On peut être amené à se dire la personne, elle est âgée, elle est malvoyante, malentendante, elle est en EHPAD, etc. On va pas la mettre en télésurveillance, alors que je pense que c'est justement ce genre de personne qui d'elle-même ne va pas consulter ni son généraliste ni le cardiologue qui aura le plus de bénéfices à bénéficier de la télésurveillance. Donc vraiment, identifier les personnes ressources, encore une fois, les infirmières libérales, les aidants, ça peut être après n'importe le pharmacien, le réseau qui est autour de lui. Et une fois qu'on a cette personne référente, c'est d'essayer d'être le plus joignable possible. C'est extrêmement important. Ça rassure énormément les patients et ça favorise énormément le lien du coup ville-hôpital. Alors, on a les différents prestataires, parce que nous, pour la petite histoire, on travaille avec 3 prestataires différents, donc Air Liquide, Newcard et Satellia. Et techniquement, comment ça se passe quand on attaque la télésurveillance? On a la plupart du temps un patient qui va générer une alerte. Il va y avoir une prise de contact avec ce patient pour un petit peu détailler le type d'alerte, si on a des comportements spécifiques derrière, si on a des explications dans un premier temps. On va transmettre ensuite l'information avec tous les détails qu'on a pu avoir auprès du cardiologue responsable. Alors ça peut être le cardiologue traitant ou alors le cardiologue qui est responsable de la télésurveillance et qui va gérer les alertes. Et ensuite, rappeler le patient ou plus si on doit mettre en place une intervention médicale. Alors, tous nos prestataires, mais je pense que pour l'ensemble, c'est comme ça, la plupart du temps, nous signalent, donc comme vous voyez, ce soit des alertes, que ce soit des hospitalisations, comme l'a très bien dit Walid précédemment, et ont aussi à disposition des équipes paramédicales qui sont extrêmement bien formées du coup à l'insuffisance cardiaque, qui, grosso modo, en fait, vous font sauter les étapes 1 et 2, où en fait, il vous reste plus que un retour de ces infirmières qui ont déjà anticipé du coup la prise de contact avec le patient, qui vous font remonter déjà de l'information et vous, il vous reste en fait plus qu'à transmettre l'information au cardiologue responsable où lui peut le lire de lui-même s'il a un compte et ensuite mettre en œuvre l'application des modifications thérapeutiques ou examens qui en découlent. La gestion des préalertes. Alors ça, c'est un peu très novateur de la part de Satellia. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte sur les slides d'ailleurs que Walid vous a montré qu'il y a un scoring. Et un scoring qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que en fait, vous avez souvent sur les autres prestataires un peu une formule binaire. Le patient va bien, il ne fait pas d'alerte. Le patient va mal, fait une alerte, on intervient. Et là, on peut réfléchir encore différemment, c'est-à-dire de anticiper les alertes, anticiper avant que le patient génère quelque chose, ou en fait on a des patients qui du coup ont des scores qui sont, on va dire, un peu stables, un patient qui reste tout le temps à 2 en fonction de ses symptômes et de son poids, qui d'un coup va augmenter de façon brutale et va passer à 6, et ce patient-là ne va pas générer d'alerte, hein. Là on voit, on a le niveau vert qui ne génère pas d'alerte, orange on a une alerte, rouge il considère que c'est une alerte extrêmement importante où souvent il y a une hospitalisation qui est nécessaire. Le but c'est d'intervenir entre la phase verte et la phase orange et en fait on se rend compte qu'on a énormément de patients qui ont soit une inobservance des traitements parce que l'ordonnance arrive à la fin, le médecin n'a pas reconduit, le médecin généraliste hein, souvent, n'a pas reconduit parce qu'il y avait des délais de consultation qui sont allongés. On a des patients qui, avec les grosses chaleurs, ont consommé énormément en quantité hydrique, plus que les 1 litre, 5, 2 litres conseillés. On a 3, 4, 5, 6 litres parce que le patient il a fait un épisode un peu de déshydratation. Alors le généraliste il lui dit faut bien boire, on va vous mettre des perfusions à la maison sous-cutanées, ou bien des consommations sodées extrêmement importantes, hein, surtout vers nous, Avignon, on a la mer qui est pas loin, les moules frites sont à foison. Donc l'intérêt, hein, dans tous les cas, c'est que au plus on attend, au plus les symptômes s'aggravent, au plus la prise en charge est lourde, compliquée et souvent l'hospitalisation un peu inévitable. Alors on arrive à temporiser avec les hôpitaux de jour, avec un peu nos cellules, mais ça devient extrêmement compliqué au plus on attend. Alors, le but c'est de dire, nous on est un peu l'inverse de Walid, on n'a pas de temps médical, on a du temps paramédical, et est-ce que c'est chronophage, que ce soit pour les paramédicaux ou que ce soit pour les médecins. Donc là, vous voyez pas très bien parce qu'il y a beaucoup d'éléments, mais en gros, cette grosse partie-là, ça va être les patients pour qui nous ne faisons pas d'intervention. Alors, pas d'intervention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
On ne va pas appeler le patient, hormis pour, du coup, l'inclure si jamais le patient on l'a inclus à distance, et pour faire les accompagnements thérapeutiques. Vous savez que normalement dans la télésurveillance, on a une partie médicale qui est obligatoire et une partie d'accompagnement thérapeutique qui correspond en fait à de l'éducation du patient sur la pathologie, qui est obligatoire. Donc si on nommait ça, c'est-à-dire des appels qui seraient supplémentaires à notre éducation thérapeutique, en fait on a 60% des patients qui du coup ne nécessitent pas d'intervention de la part des paramédicaux. Et puis après, le deuxième plus important, c'est un qui va nécessiter du coup appel téléphonique, et puis après ce sera examen, consultation soit avec le généraliste, consultation avec le cardiologue, etc., etc. Donc on voit quand même que au final, seulement 40% des patients nécessitent du coup une intervention. Même schéma à côté sur les événements. En fait, pareil, 60% des patients ne créent pas d'événements. Des alertes, on a seulement 12%. Et puis après, là, c'est des patients qui nous appellent parce que il avaient des questions, donc ils génèrent pas forcément d'alerte, mais ils vont nous solliciter. Donc ça a été fait, c'est sur le centre hospitalier d'Avignon, sur une cohorte de quasiment 200 patients, toutes plateformes confondues, donc Air Liquide, Newcard et Satellia pour les rappeler. Et donc du coup, on s'aperçoit que en fait, la télésurveillance, quand c'est bien réalisé, quand le patient, avant de sortir d'hospitalisation, il est bien éduqué, que ce soit au niveau de son traitement, de sa pathologie, etc., mais aussi au niveau du matériel de télésurveillance, mais en fait c'est pas si chronophage que ça, et malgré tout les quelques alertes qui sont traitées, c'est en moins des hospitalisations. Pour les compétences propres, encore une fois, la transmission d'informations qui on pense est quand même la clé. Nous, étant donné qu'on a très peu de temps médical, on pense que c'est quand même très important de mettre le médecin généraliste dans la boucle. Donc en fait, un courrier est du coup rédigé et envoyé au médecin généraliste à chaque fois que nous gérons une alerte. Pourquoi ? Parce que déjà lui, il est au moins au courant de ce qu'on fait et on part du principe que en multipliant du coup la gestion d'alerte, donc là en l'occurrence c'est le centre hospitalier qui l'a réalisé, mais que du coup il y a une expertise qui va être développée petit à petit par le médecin généraliste. Donc nous dans tous les cas on les a prévenus qu'on allait faire de la télésurveillance, on leur a donné nos coordonnées et eux en plus reçoivent du coup notre intervention avec le détail et possiblement si on a besoin après qu'il soit revu par le généraliste la description de ce qu'on a fait. Quel intérêt, c'est que les médecins généralistes rentrent dans la boucle et on veut absolument pas les chanter parce qu'on en a extrêmement besoin au vu de la pénurie de cardiologues et de médecins spécialisés là-dedans. Et en plus de ça, après, on a des médecins, des cardiologues qui du coup ont des patients en télésurveillance, mais qui ne sont pas forcément les seuls médecins à venir intervenir sur le patient. Alors, on pense notamment aux rythmologues, mais il y a aussi les coronographistes, les échographistes. Ça fait beaucoup de monde et on veut pas que les informations soient perdues et que du coup tous les médecins puissent du coup avoir ces données-là. Donc ça correspond aussi aux gériatres et aux néphrologues qui interviennent très souvent pour nos populations avec différentes comorbidités. Alors l'avantage, c'est que vous avez sur les systèmes de télésurveillance des rapports qui peuvent être générés à la fin de la période de télésurveillance, donc qui est en général 6 mois, qui peut être renouvelé. Et donc on a toutes les informations qui sont compactées de façon très efficace et très lisible et qui permet de faire en fait un courrier d'information à la fin de la période de télésurveillance. Si le patient est réinclus, du coup on pourra repartir sur une autre période. Mais si le patient y sort, au moins on aura un petit peu un recul de qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été testé et est-ce que du coup le patient a décompensé pendant cette période. Donc, est-ce que ça marche ? Parce que du coup, c'est quand même un sujet important. Est-ce que ça fonctionne la télésurveillance ? Est-ce que ça vaut le coup de se lancer dedans ? Est-ce que ça vaut le coup de mettre des agents dessus ? Petite étude encore une fois, 85 patients suivis pendant 6 mois sur le centre hospitalier d'Avignon, 41 patients en télésurveillance, 44 patients sans télésurveillance. De mémoire, 34% d'FEVG moyenne, autant d'hommes que de femmes, et moyenne d'âge à 65 ans. Qu'est-ce qu'on rend compte ? 19,5% de hospitalisation pour les patients en télésurveillance versus 31,8% pour les patients sans télésurveillance. Je pense que pas grand-chose à dire entre la différence qui est quand même conséquente. Nombre d'hospitalisations du coup qui diminue. On a 10% de réduction de jours d'hospitalisation, parce que la DMS elle est quand même accouplée en fait avec le nombre de passages qui est du coup très diminué. Et là où on a été un petit peu choqué, c'est de constater que sur les décès toutes causes, on a même une diminution qui est de quasiment 50% grâce à la télésurveillance. Petit mot de la fin pour rappeler du coup les compétences qui sont des compétences déléguées que vous pouvez obtenir grâce au protocole de coopération insuffisance cardiaque et aussi par les IPA.
Alors là, je vous ai mis du coup, pour rappel, le texte de l'HAS, donc encore une fois de janvier 2022, où il respécifie clairement noir sur blanc les possibilités du coup du protocole de coopération et de l'IPA avec ses compétences déléguées. Et je vous ai mis sur le côté un arbre décisionnel pour vous donner un petit peu un ordre d'idée sur du coup comment fonctionne la délégation de tâches. Alors ça, c'est pour le protocole de coopération. C'est Henri Mondor du coup qui l'a rédigé avec le professeur Thibaut Damy. Et du coup, pour les infirmières qui du coup commencent à avoir un petit peu d'expérience, comme on a vu tout à l'heure, on avait quand même sollicité le cardiologue pour après mettre en place les modifications thérapeutiques. Et bien en fait là, on gagne énormément de temps parce que en suivant du coup cet arbre décisionnel, on évite de solliciter outre mesure le cardiologue, sachant que au bout d'un moment, les infirmières qui vont faire la télésurveillance, elles vont développer des compétences, elles vont développer une expertise et c'est mettre à profit du coup et fidéliser du coup le personnel qui travaille ici. Et voilà, donc merci pour votre attention. Juste un dernier graphe que du coup vous avez déjà vu passer, notamment sur la présentation précédente, où l'histoire naturelle de l'insuffisance cardiaque, on la connaît, malheureusement ça finit par un décès. Et notre objectif, c'est qu'avec une titration, avec une bonne télésurveillance, on peut vraiment améliorer les symptômes et du coup le vécu du patient en évitant les passages et en diminuant les coûts de l'insuffisance cardiaque qui sont conséquents. Merci.